Le jour où j'ai signé les papiers du divorce, mon ex-mari m'a laissé partir sans un regard en arrière, convaincu que notre histoire était terminée pour de bon. Il ignorait cependant que je cachais un test de grossesse positif dans mon sac, un secret que j'ai décidé de garder pour moi seul. Et je m'apprêtais à bâtir une nouvelle vie, une vie qui, 7 ans plus tard, le forcerait à confronter tout ce qu'il avait abandonné. La première fois que j'ai tenu un stylo dans le bureau de cet avocat, ma main n'a pas tremblé. J'avais répété ce moment dans ma tête pendant des semaines de silence au petit déjeuner, de livide et de regards qui ne se croisaient jamais. Mason Reed était assis de l'autre côté du large bureau en noyer, pas un cheveu de travers, costume bleu ardoise sur mesure, téléphone vibrant silencieusement sur la surface polie, le même téléphone auquel il répondait plus souvent qu'il ne répondait à mon cœur. L'avocat s'est éclairci la gorge, attendant. J'ai inspiré juste assez pour contenir le tremblement. J'ai pris le stylo, signé une fois, 2 fois, une 3e fois. Mason a signé sans hésitation. La transaction de 5 ans de mariage s'est conclue en 15 minutes. Pas avec des cris ou du chaos, mais avec le silence. Un silence coûteux. Un silence froid. Je me suis levé avant que l'avocat ne puisse offrir ses condoléances forcées et suis sorti sous la bruine du début du printemps qui embuait les vitres du centre-ville d'Asheville. Les rues étaient à moitié mouillées, à moitié dorées par la lumière vacillante des boutiques et des galeries. Je n'ai pas regardé en arrière. Mes talons claquaient contre le trottoir avec une confiance étudiée, mais à l'intérieur de ma poitrine, quelque chose s'était effondré. Une sorte d'effondrement silencieux, comme un pont qui cède sans bruit, juste de la poussière et l'écho de tout ce qui le maintenait autrefois. Dans mon sac à main, enveloppé serré dans une serviette en papier, se trouvait un secret. Je n'ai pas pleuré dans l'ascenseur. N'ai pas pleuré à la réception lorsque la réceptionniste, une jeune femme à peine sortie de l'université, m'a souri d'un air trop compatissant. Mais lorsque la porte des toilettes s'est refermée derrière moi et que j'ai verrouillé la cabine, mes genoux ont finalement fléchi. Je me suis assise sur le couvercle fermé des toilettes et j'ai fixé le test de grossesse. Les faibles lignes roses avaient foncé au cours de la dernière heure, indéniables maintenant. 2 lignes. Trop tard. J'ai pressé le test contre mon ventre plat comme si la proximité pouvait apporter la clarté. Nous avions essayé pendant des années, des rendez-vous, des traitements, des questions d'amis bien intentionnés, et la douleur de la déception chaque fois que mon corps échouait à produire un avenir. Et maintenant, alors que l'encre de nos noms séchait sur les papiers du divorce, mon corps avait enfin murmuré « oui ». J'ai failli rire, un son brisé, que j'ai immédiatement réprimé. Puis j'ai déchiré le test en 2, puis en 4, chaque morceau voltigeant comme de la cendre dans la poubelle en dessous. Je n'avais pas la force de le jeter en entier. L'air extérieur sentait le béton mouillé et quelque chose de légèrement sucré provenant d'une boulangerie voisine. J'ai resserré mon manteau, mais ce n'était pas le froid qui me faisait frissonner. Le vent a soufflé mes cheveux dans ma bouche. Je m'en fichais. Mon téléphone a vibré. Janelle. Allô, ai-je répondu, ma voix stable mais fine comme du papier. Je suis garé au coin de la rue, a dit ma sœur. Tu as besoin d'une minute. J'ai levé les yeux vers les nuages gris comme de la fumée avant un incendie. Non, allons-y, Janelle n'a pas demandé comment ça s'était passé. Elle a simplement ouvert la portière passager, m'a tendu un thermos de thé et a conduit. Nous avons roulé en silence sur des routes sinueuses vers la périphérie de la ville, où les vues sur les montagnes rencontraient des quartiers tranquilles remplis de Porsches usés par le temps et de boîtes aux lettres décolorées par le soleil. Mon chalet de location était niché entre 2 plus grandes maisons, en retrait de la route derrière un grand lagerstémia qui commençait à peine à bourgeonner. À l'intérieur, ça sentait encore le cèdre et l'huile de lavande. J'avais passé des semaines à le rendre moins comme un plan B et plus comme un atterrissage en douceur. Mes affaires étaient dans des cartons, mais l'essentiel était en place. Un lit, ma machine à coudre, la table où j'avais commencé à esquisser de nouveaux modèles après que les clients aient cessé d'appeler. Janelle a déchargé le dernier carton de la voiture et l'a placé doucement près de la porte d'entrée. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je reste ce soir ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. J'ai besoin de calme. Janelle m'a étudié un moment, puis m'a serré dans ses bras. Tu m'appelles n'importe quand. Je me fiche qu'il soit 3 heures du matin et que tu veuilles hurler dans le téléphone. Ma gorge s'est nouée. J'ai hoché la tête contre son épaule. Lorsque la porte s'est refermée derrière elle, je suis resté longtemps dans l'entrée, mon manteau toujours sur moi, mon sac à main toujours sur mon épaule. La pièce semblait trop immobile, comme si elle retenait son souffle.
Je me suis dirigé vers la table, et ouvert mon agenda et tourné les pages de 2 semaines. C'est à ce moment-là que j'aurais confirmé la grossesse avec mon médecin, si elle était toujours là. J'ai posé ma main sur mon ventre. Rien pour l'instant, juste le silence avant que l'histoire ne commence. J'ai enlevé mon manteau et l'ai accroché au porte-manteau près de la porte. Puis, avec des doigts précautionneux, j'ai déballé ma machine à coudre, les fils bien usés, les ciseaux qui avaient toujours besoin d'être aiguisés. Je les ai disposés sur la vieille table en chêne près de la fenêtre. Le ciel avait commencé à s'éclaircir, laissant une traînée d'orange pâle percer à travers le gris. Le coucher de soleil était toujours un moment étrange, comme si le monde ne pouvait pas se décider entre les fins et les commencements. J'ai enfilé l'aiguille avec un fil doré pâle, non pas parce que j'avais quelque chose de particulier à faire, mais juste pour me souvenir de ce que c'était que de construire quelque chose. Un coup à la porte m'a fait sursauter. Je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert, Tori était là, tenant 2 sacs de plats à emporter et une bouteille de ginger ale. Je me suis dit que tu ne mangerais pas, a dit ma meilleure amie. Alors, j'ai apporté des glucides et des bulles. Je me suis écarté. Reconnaissante et sans voix, nous avons mangé par terre. Pas encore de chaise, juste une couverture étalée entre les cartons et le faible bourdonnement du réfrigérateur. Tu vas lui dire, a demandé doucement Tori à mi-chemin de son pas de taille. J'ai fixé le mur blanc en face de moi. Je ne sais pas, veux-tu qu'il soit impliqué? J'ai mâché lentement, et avalé. Est-ce que ça a de l'importance? Il est déjà parti. Tori n'a pas insisté. Elle a juste pris ma main et l'a serrée. Plus tard dans la nuit, de nouveau seul, je me suis tenu devant le miroir. J'ai posé ma main sur mon ventre une fois de plus. Tu es à moi, ai-je murmuré. Je me débrouillerai pour le reste. Et quelque part à l'intérieur de ce moment fragile, quelque chose s'est installé. Pas la certitude, pas la paix, mais la résolution. Et la toute première couture de quelque chose de nouveau. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez 1 pour me le faire savoir. Sinon, commentez 2. Votre avis compte pour moi dans tous les cas. La pluie avait cessé au matin, mais le brouillard persistait, s'enroulant autour des collines comme s'il n'était pas prêt à lâcher prise. Je me tenais pieds nus sur le porche avant du chalet, enveloppé dans un cardigan surdimensionné, regardant la route de gravier. Mon thé avait refroidi dans mes mains. Je n'avais pas beaucoup dormi. Mon corps était agité, mon esprit pire encore. Il répétait en boucle une question, encore et encore, comme un cadran de radio cassé. Et si je lui avais juste dit? Mais alors je me suis souvenu du regard sur le visage de Mason de l'autre côté de ce bureau d'avocat. Comme il était resté assis. Si calme, comme un homme regardant la fin de quelque chose pour lequel il était trop fatigué pour se battre. Je ne lui avais pas parlé du bébé parce qu'au fond de moi, j'avais déjà accepté qu'il ne reviendrait pas. Pas vraiment. Son corps était dans la pièce, mais le reste de lui avait disparu des mois auparavant, enseveli sous les échéances, les vols, les clients, et cette façon distante qu'il avait de prononcer mon nom, comme s'il ne m'appartenait plus tout à fait. Mon téléphone a vibré sur la rampe du Porsche à côté de moi. Janelle. Ça va? J'ai répondu par SMS, un seul mot, à peine. Janelle apporte du café et un muffin. J'ai souri un tout petit peu. Le temps que la voiture de Janelle crisse sur le gravier, j'avais enfilé un jean et un t-shirt propre, attaché mes cheveux en une tresse lâche, et essayé de paraître bien. Ce n'était pas le cas, mais il y avait un réconfort à faire semblant, surtout avec ma sœur aînée. Janelle pouvait toujours me lire trop facilement. Pépites de chocolat ou noix de banane? A demandé Janelle, tendant un sac en papier et un gobelet à emporter comme des offrandes à un dieu fatigué. Pépites de chocolat. Évidemment, ai-je dit, en m'asseyant sur les marches du Porsche à côté d'elle. Nous avons mangé en silence pendant un moment, le genre de silence que seuls les frères et sœurs peuvent partager. Janelle a rompu le silence en premier. Alors, a-t-elle dit, en essuyant les miettes de son jean. Tu vas le dire à Mason? J'ai fixé les arbres. Je n'ai pas encore décidé. Il va bien falloir. Je sais. Janelle a pris une longue gorgée de café, puis s'est penchée en avant, les coudes sur les genoux. Je ne vais pas te pousser. C'est juste que je ne veux pas que tu fasses ça toute seule si tu n'y es pas obligé. J'ai hoché lentement la tête, les yeux fixés sur un écureuil qui traversait la clôture en courant. Il n'était pas là quand nous étions ensemble. Pourquoi m'attendrais-je à ce qu'il soit là maintenant?
Janelle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Plus tard dans l'après-midi, j'ai déballé le reste de mes cartons. J'ai transformé la chambre d'amis en chambre de bébé, bien que l'appeler ainsi semblait trop formel, trop définitif. J'ai repoussé cette pensée et me suis concentré sur ce que je pouvais contrôler. Une tenture murale cousue à la main, un mobile doux couleur lavande, un rocking chair qui grinçait d'une manière réconfortante. La pièce semblait être un secret suspendu dans le temps, sûr, intact. Au fond du dernier carton, j'ai trouvé un vieil album photo que je n'avais pas l'intention d'apporter. J'ai failli le mettre de côté, mais mes doigts avaient leur propre volonté. Je me suis assise par terre et l'ai ouvert lentement. Nous étions là, Mason et moi, il y a 6 ans, sur la Blue Ridge Parkway, souriant devant le belvédère, mes cheveux en désordre à cause du vent, son bras autour de ma taille. Nous avions l'air heureux. Peut-être que nous l'étions, ou peut-être que nous étions juste doués pour faire semblant. Mes yeux se sont attardés sur une photo prise lors d'un vernissage en centre-ville. Mason venait de décrocher un énorme contrat de conseil. Je me souvenais de la fierté dans sa voix, de la façon dont il me présentait à tout le monde comme « ma femme », la véritable artiste de la famille. J'avais souri ce soir-là. Mais je me souvenais aussi d'être resté seul au bar 1 heure plus tard pendant qu'il parlait affaires à l'autre bout de la pièce, complètement absorbé. C'est comme ça que ça avait commencé. Les petites manières qu'il avait de partir, une conversation à la fois. J'ai fermé l'album et me suis levé. Cette nuit-là, le bébé a donné un coup de pied pour la première fois. Ce n'était pas un moment dramatique. Pas de musique de film qui enfle, pas de halètement ni de larmes, juste un léger frémissement comme une promesse chuchotée venant de plus profond que la pensée. Je me suis figé, une main sur mon ventre, l'autre posée à plat sur la table pour l'équilibre. Et, ai-je murmuré, le souffle coupé. Tu es vraiment là-dedans. C'était la première fois que je me permettais d'y croire. Je n'ai pas beaucoup dormi après ça. Je suis resté assise dans le rocking chair, enveloppé dans une couverture, à regarder la lune. Mes pensées s'en mêlaient à propos de Mason, de l'avenir, de combien je voulais que ce bébé se sente aimé chaque jour. Je ne savais pas comment j'allais faire, seulement que je le ferais. Une semaine plus tard, j'ai mis les pieds dans mon ancien studio du centre-ville pour la première fois depuis des mois. Tori l'avait maintenu en activité tranquillement, soigneusement, juste quelques commandes locales ici et là. Mes courtes pointes avaient toujours eu une liste d'attente, même avant les articles, même avant qu'une influenceuse ne poste à leur sujet et que ma boîte mail n'explose du jour au lendemain. Carolina. La voix de Tori s'est brisée d'un soulagement silencieux. Tu es là. J'ai souri, un sourire crispé et fatigué. Oui, j'ai pensé qu'il était temps. Nous nous sommes étreintes pendant une longue minute. Tori a reculé, me laissant de l'espace pour respirer. Ça va, maintenant? Non, ai-je dit honnêtement. Mais ça ira. Tori a hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. Tandis que nous traversions le studio, des rouleaux de tissu doux et légers, des étagères familières de fil et de dés à coudre, j'ai senti quelque chose revenir. Pas tout, pas la paix, mais un but. Je veux recommencer à dessiner, ai-je dit. Pas des commandes complètes, juste des croquis. Peut-être une nouvelle série. Tu penses que tu es prête, a demandé Tori doucement. Je ne pense pas que je serai jamais prête, ai-je répondu. Mais attendre n'a pas sauvé mon mariage. Peut-être que l'action sauvera autre chose. Tori n'a pas souri. Mais elle avait l'air fière. Plus tard, en triant une pile d'échantillons, ma main s'est immobilisée. Une voix derrière moi, chaude, amusée, vaguement familière, a fendu l'air. Je ne pensais pas que tu serais de retour si tôt. Je me suis retourné brusquement et me suis figé. Là, debout dans l'encadrement de la porte, se trouvait Reed Dalton, l'un des plus anciens collègues de Mason. Un ancien client devenu partenaire en capital risque, charmant d'une manière qui n'exigeait jamais l'attention, mais l'obtenait toujours. Nous nous étions rencontrés une poignée de fois lors d'événements, sourire poli, admiration distante. Mason l'avait un jour accusé d'être trop intéressé par moi, mais j'avais balayé l'accusation. Je ne savais pas que tu étais toujours basé ici, ai-je dit, soudain consciente de ma posture. De mes mains, de la bague invisible qui n'était plus là. Je ne le suis pas, a dit Reed en entrant, les mains dans les poches. Juste ici pour rencontrer un client. Je suis passé voir Tori, et elle a dit que tu étais revenu. Ses yeux ont balayé la pièce, puis sont revenus vers moi. C'est bon de te voir.
J'ai hoché la tête, polie, mais prudente. Il a étudié mon visage un moment de trop. Ça va? Voilà encore cette question. Je ne lui devais pas de réponse. Mais pourtant, quelque chose dans la façon dont il l'a posée m'a fait hésiter. Je suis en train de mettre de l'ordre dans mes idées, ai-je dit finalement. Reed a hoché lentement la tête. Eh bien, si jamais tu veux un café ou juste quelqu'un qui écoutera sans poser trop de questions, je suis dans le coin. Je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas dit non plus. Et alors qu'il partait, j'ai senti le poids de sa présence encore suspendu dans l'air. Pas romantique, pas encore, mais compliqué, et le compliqué venait toujours avec des conséquences. L'odeur de la pluie s'accrochait encore au mur du studio le lendemain matin, même si le ciel s'était éclairci et que la lumière filtrait, dorée, à travers les vieilles vitres. Je me déplaçais lentement dans l'espace, passant mes doigts sur des surfaces familières. Chaque coin murmurait un souvenir, des designs commencés et abandonnés, des motifs que j'avais un jour rêvé de transformer en une collection complète. Mais aujourd'hui, tout semblait différent. J'ai ajusté le carnet de croquis sur mes genoux, une main reposant distraitement sur mon ventre. Le bébé avait de nouveau donné un coup de pied la nuit dernière, plus fort cette fois. Pas un frémissement. Une déclaration. Je suis là, semblait-il dire. Ne m'oublie pas, j'ai fixé la page blanche. Mon crayon planait au-dessus, ne sachant par où commencer. Tu dessines toujours au crayon. La voix venait de l'embrasure de la porte, douce comme du velours, empreinte d'amusement. J'ai levé les yeux. Reed, de nouveau, tenant un porte-gobelet dans une main et arborant un sourire facile. J'ai haussé un sourcil. La plupart des gens frappent. J'ai apporté de la caféine, a-t-il dit en entrant. Techniquement, j'ai le droit de sauter les formalités. Je ne bois pas de café. Il s'est arrêté, clignant des yeux. Vraiment? J'ai laissé le silence s'étirer une seconde de trop. Puis finalement, décaféiné. Une crème. Il a souri et m'a tendu la tasse comme s'il venait de gagner une partie. Ton assistante m'a laissé entrer, a-t-il ajouté. Je n'ai pas d'assistante. Reed a regardé vers l'avant du studio où la voix de Tori parvenait du café d'un accent grave côté, probablement en train de dire à quelqu'un exactement combien de cannelle il fallait dans les scones de saison. Eh bien, a-t-il dit, Tori a dit que tu étais occupé à faire semblant que le design ne te manquait pas, j'ai siroté, sans le regarder. Ce n'est pas le cas. Menteuse. Je me suis retourné. Pardon? Reed s'est assis nonchalamment en face de moi. Les longues jambes étendues, l'image de la confiance décontractée. Les délais ne te manquent pas, ni le marketing, ni la chasse aux clients, mais le design, la création, ça, c'est dans tes os. Je l'ai fixé pendant un long moment, puis suis revenu à mon carnet de croquis. Tu ne me connais pas, je me souviens de plus que tu ne le penses. Je n'ai pas répondu. Il a laissé le calme s'installer entre nous, puis a adouci son ton. Écoute, je ne voulais pas repasser, mais j'avais une réunion à 2 rues d'ici, et le café sentait les pâtisseries chaudes et les mauvaises décisions, alors je suis entré. Je me suis dit que je passerais dire bonjour. Tu as dit bonjour hier. Alors je suis constant. J'ai secoué la tête, m'autorisant enfin un minuscule sourire. Il s'est levé. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, de l'aide pour le studio, une oreille attentive, ou quelqu'un pour te dire que ta théorie des couleurs est toujours meilleure que 90% de ce qui est à la mode, je suis dans le coin. Je l'ai regardé se diriger vers la porte. Juste avant de sortir, il s'est retourné. Au fait, a-t-il ajouté, la nouvelle pièce dans la vitrine, la courte pointe du paysage de montagne. Celle-là est spéciale. Ne la vends pas à n'importe qui. Puis il est parti. J'ai de nouveau regardé mon carnet de croquis. Mon crayon a bougé avant que je ne lui dise de le faire. De longues lignes amples comme des crêtes et des rivières, des formes qui me semblaient familières. Mais même alors que le dessin prenait forme, mon esprit est revenu au chalet, au minuscule battement de cœur que j'avais entendu 2 jours auparavant à la clinique. Tout se mesure bien, avait dit le médecin. Cette semaine, 4 jours. Et pourtant, je n'avais pas prévenu Mason. Je n'étais même pas sûr qu'il sache que j'avais quitté le studio. Nous ne nous étions pas parlé depuis le divorce. Pas de mail, pas de SMS, rien. Ce n'était pas la rage qui avait construit le silence. C'était l'absence. Il était simplement passé à autre chose. J'ai ouvert mon ordinateur portable.
Non lu 22 emails, des demandes de commandes, des remises de fournisseurs, un message d'un acheteur de Charlotte demandant si j'acceptais à nouveau des commandes. Au bas de la boîte de réception, enfouie sous le désordre, se trouvait un email que je n'avais pas vu arriver, de Mason Reed, objet, document de transfert du studio. Mon souffle s'est coupé. Je l'ai ouvert en cliquant. Carolina, 6 juin l'accord. Voici les papiers de transfert pour le bail du studio du centre-ville est à part de la LLC. J'ai tout signé de mon côté. Tu es maintenant l'unique propriétaire. Fais-moi savoir si ton avocat a besoin de quoi que ce soit d'autre. Mason. Pas de salutations, pas de note personnelle, pas de « comment vas-tu ?» Juste des affaires. Ça n'aurait pas dû me blesser. Mais c'est ce que ça a fait, parce que cet espace avait été un rêve que nous avions construit ensemble, tranquillement, en petits morceaux, au fil des ans. Ça avait commencé dans notre salon, étalé sur une table pliante. J'apprenais seul à numériser des motifs de tissu pendant que Mason apprenait seul à démarcher des investisseurs. Nous n'étions pas seulement un couple. À l'époque, nous étions une équipe. J'ai fermé l'email sans répondre. Plus tard ce soir-là, alors que le soleil commençait à se coucher et que les grillons entamaient leur cœur bas et rythmé, je suis sorti sur le porche arrière du chalet. Le ciel au-dessus des arbres était strié de mandarines et de bleu profond. Mes mains reposaient sur mon ventre. Que vais-je bien pouvoir te raconter sur lui, ai-je murmuré. Le bébé n'a pas répondu. Je me suis assise sur la balançoire, me poussant doucement du bout des pieds. Tori a appelé au coucher du soleil. Tu es silencieuse, a dit mon ami après une minute. J'ai fixé l'horizon. Mason a transféré le studio. Tori a fait une pause. Tu ne t'attendais pas, je m'attendais, je ne sais pas, à quelque chose. Peut-être une question. Peut-être un mot. Juste quelque chose qui ne soit pas si propre. Il a toujours été propre, Lena. C'était son truc. Des ruptures nettes, des lignes nettes, des choix nets. J'ai dégluti. Et si j'avais fait une erreur avec le divorce? Non, avec le secret. Tori est restée silencieuse. Puis, il n'est pas trop tard pour le lui dire. Ce n'est plus la même personne. Je ne suis pas sûr de l'être non plus. Alors peut-être que c'est ça, la conversation. Pas sur le bébé, mais sur qui nous sommes maintenant. Et s'il y a encore de l'espace entre nous? J'ai fermé les yeux. La balançoire grinçait doucement sous moi. Je ne veux pas rouvrir une blessure si elle n'a jamais eu la chance de guérir. La voix de Tori s'est adoucie. Peut-être que ce n'est plus une blessure. Peut-être que c'est une cicatrice. Et peut-être qu'il est temps de voir à quoi elle ressemble à la lumière. Cette nuit-là, alors que je pliais une nouvelle courte pointe, une que je n'avais même pas réalisé que j'étais en train de faire, je me suis retrouvé à coudre en silence. Non pas pour oublier, mais pour me souvenir. Le passé n'était pas derrière moi. Il attendait. Et tôt ou tard, il viendrait frapper à la porte. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez un pour me le faire savoir. Sinon, commentez 2. Votre avis compte pour moi dans tous les cas. Je n'avais pas l'intention de m'arrêter à l'école primaire. Je devais seulement déposer un don pour la foire d'art du printemps, une poignée de lots de tissu restant et quelques pochoirs que je n'utilisais plus. Mais Tori avait insisté pour que je reste quelques minutes, peut-être pour jeter un œil aux expositions. Ça pourrait t'inspirer, avait-elle dit. En plus, l'art des enfants est magique, tout cœur, pas d'ego. Je me suis garé le long du trottoir alors que le soleil de l'après-midi commençait à s'étirer longuement sur les trottoirs. L'air sentait le paillis frais et la craie de trottoir, et les parents se regroupaient à l'extérieur des doubles portes de l'école, discutant tout en tenant des boîtes de jus et des sacs de peinture aux doigts. J'ai resserré ma veste sur mon ventre qui s'arrondissait et me suis dirigé vers l'entrée du gymnase. Cela faisait presque un mois que je n'avais pas mis les pieds dans quelque chose qui ressemblait à une école. Le souvenir de mes propres débuts, des soirées parents-professeurs et des récitals de fin d'année auxquels je m'imaginais assister avec Mason, s'est resserré dans ma poitrine comme un cordon trop serré. À l'intérieur, le gymnase avait été transformé. Des rangées de tables pliantes contenaient des dioramas en carton, des animaux en argile désordonnée et des explosions de peinture qui défiaient toutes les règles de composition. Une bannière faite à la main au-dessus de la scène disait « L'art et l'écriture de l'âme ». J'ai laissé échapper un souffle doux. Des enfants riaient près de la table des collations. Des enseignants déambulaient, répondant aux questions.
C'était une chaleur de petite ville que je n'avais pas ressentie depuis des années, sûre, désarmante. J'étais à mi-chemin d'admirer une fresque de papillons en papier quand je l'ai vue. Mason. Mon souffle s'est coupé comme un coup de poing qui ne fait pas mal tout de suite, mais qui vous coupe le vent. Il se tenait de l'autre côté de la pièce, près des portes de sortie, tenant un café à emporter, et semblait légèrement déplacé dans une chemise impeccable et un pantalon ajusté qui ne correspondait pas à l'ambiance décontractée de l'école. Ses cheveux étaient plus courts que je ne m'en souvenais, plus foncés aux racines avec quelques fils gris que je ne me rappelais pas avoir vus auparavant. Il ne m'a pas vu. J'ai reculé d'un demi-pas, me tournant instinctivement vers la sortie, mais c'est alors qu'il a levé les yeux. Nos regards se sont croisés un instant. Aucun de nous n'a bougé. Le bruit de la pièce s'est estompé sous le tumulte dans mes oreilles. Il n'a pas souri, n'a pas fait de signe, il est juste resté immobile, clignant des yeux comme s'il ne croyait pas tout à fait ce qu'il voyait. Je me suis détourné avant de savoir ce que je faisais. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes alors que je me dirigeais rapidement vers l'autre bout du gymnase, me faufilant entre les tables d'art et les parents confus. Je ne me suis pas arrêté avant d'atteindre un coin tranquille où un mur d'autoportrait de première année me fixait avec des yeux surdimensionnés et des cheveux couleur crayon. J'ai agrippé le bord d'une table voisine, ma respiration inégale, de tous les endroits, de tous les jours. Pourquoi maintenant? Derrière moi, des pas se sont approchés. Je n'ai pas eu besoin de regarder pour savoir que c'était lui. Carolina, a dit Mason doucement, sa voix plus basse que je ne m'en souvenais, mais reconnaissable entre toutes. Je me suis retourné lentement, les bras croisés sur mon ventre. Mason, je ne m'attendais pas à te voir ici, a-t-il dit, s'arrêtant à quelques mètres de là. Tori n'a rien dit. Bien sûr que Tori n'avait rien dit. Tori n'avait aucune idée qu'il était à Asheville. Moi non plus. Je ne savais pas que tu étais en ville, ai-je dit, ma voix calme mais tendue. Je suis ici pour une présentation à un client, a-t-il dit. L'école est juste à un pâté de maison de la coopérative où je rencontre des investisseurs. Je me suis arrêté parce que le neveu de mon assistante est dans l'exposition. C'était un détour de dernière minute. Nous sommes restés dans un silence gêné. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles. J'ai gardé ma posture droite, le menton haut, mais mes mains avaient commencé à trembler. Mason a baissé les yeux vers mon ventre. C'était impossible de ne pas le remarquer. Tu es enceinte, a-t-il dit lentement. Le mot est tombé entre nous comme s'il avait sa propre gravité. Je n'ai pas sourcillé. Oui. Sa bouche s'est légèrement ouverte, puis s'est refermée. Il avait l'air stupéfait. Peut-être un peu malade. De combien de mois? Je n'ai pas répondu. Il m'a fixé pendant un long moment suspendu, quelque chose d'illisible traversant son visage. Est-ce que... Ce ne sont pas tes affaires, ai-je dit rapidement, plus sèchement que prévu. Plus maintenant. La mâchoire de Mason s'est crispée, mais il a hoché la tête une fois. D'accord. Un enfant est passé en courant à côté de nous, traînant un ruban. Quelqu'un a demandé des serviettes près de la table des jus. Le monde continuait. J'ai reculé, essayant de me ressaisir. Je dois y aller. Carolina, attends. Il a fait un pas pour me suivre. J'ai levé une main. Ne fais pas ça. S'il te plaît, ne fais pas ça ici. Je n'essaie pas de faire une scène. C'est juste que... Il a expiré bruyamment, comme si l'air dans ses poumons était soudainement trop lourd. Je ne pensais pas te revoir. Eh bien, maintenant c'est fait, ai-je dit, la voix tendue. Alors, restons là. Mais ce n'était pas si simple. Et nous le savions tous les deux. J'ai pensé à t'appeler, a admis Mason, plus doucement maintenant, plus de fois que je ne peux compter. Je l'ai regardé, puis l'ai vraiment regardé. L'homme qui se tenait devant moi était toujours Mason, mais quelque chose en lui avait changé. Il y avait un vide derrière ses yeux. Pas le détachement froid que j'en étais venu à détester dans nos derniers mois, mais autre chose. Du regret, peut-être. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait, ai-je demandé. Parce que je ne pensais pas en avoir le droit, a-t-il dit. C'est moi qui suis parti. Non, ai-je dit. Nous l'avons tous les deux fait. Tu l'as juste fait plus bruyamment. Mason a fermé les yeux une seconde, pressant ses doigts sur son front. Je sais que j'ai tout gâché. Je le sais maintenant. Mais quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai eu l'impression d'un coup de poing dans la poitrine.
Je me suis redressé, les mots me griffant la gorge. Tu es parti, ai-je dit doucement. Et je suis resté. Je suis resté à travers le silence, la distance, l'attente. Et quand j'ai réalisé que tu ne reviendrais pas vraiment, j'ai lâché prise. J'ai ramassé les morceaux et j'en ai fait quelque chose. Je ne l'ai pas fait pour te blesser. Je l'ai fait pour me sauver. Son visage a changé. Quelque chose de doux, quelque chose de réel perçant à travers le masque. Je suis désolé, a-t-il dit. Pas sur la défensive, pas répété, juste désolé. Je me suis tourné vers la porte. Je le pense sincèrement, a-t-il dit, faisant un pas de plus. Je ne suis pas là pour te demander quoi que ce soit. C'est juste que j'avais besoin de le dire. Je ne me suis pas battu pour toi comme j'aurais dû. Je le vois maintenant. Ma gorge brûlait, mais je ne pouvais pas céder. Pas ici. Pas maintenant. Je suis passé devant lui, ma main frôlant le cadre de la porte. La dernière chose que j'ai entendue, c'est lui disant à nouveau mon nom. Carolina. Je ne me suis pas retourné. Dehors, le vent s'était levé. Le soleil était plus bas maintenant, projetant sur tout cette lumière dorée qui rendait le monde doux et irréel. J'ai atteint ma voiture et me suis affalé sur le siège du conducteur, agrippant le volant à deux mains. À l'intérieur de ma poitrine, tout tourbillonnait. Le deuil, la confusion, la colère, quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. J'ai fixé les portes de l'école pendant un long moment, m'attendant à moitié à ce qu'ils me suivent. Il ne l'a pas fait. Et peut-être que c'était le pire, parce que pour la première fois en 7 mois, j'avais un peu envie qu'il le fasse. Mason n'est pas retourné dans le gymnase après mon départ. Il est resté juste à l'intérieur de l'embrasure de la porte pendant une minute entière, son café refroidissant dans sa main, ses pensées un tourbillon de cette année et si, s'écrasant sur le fil acéré du moment présent. L'expression sur mon visage, cette contenance tendue retenant à peine quelque chose de plus profond, l'avait bouleversé, et s'est aperçu de moi, enceinte. Le mot pressait encore contre ses côtes comme s'il ne lui appartenait pas. Pourtant, il tirait sur quelque chose de viscéral, quelque chose de vieux et d'enterré qu'il n'avait pas réalisé qu'il respirait encore. Le temps qu'il retourne sur le trottoir, le ciel avait basculé dans le crépuscule, et les doux sons du printemps s'infiltraient par les fissures du calme. La réunion de la coopérative était dans 15 minutes, mais il ne pouvait pas penser aux investisseurs, aux start-up ou au capital potentiel. Pas quand mon passé venait de le regarder droit dans les yeux avec cette douleur familière gravée dans ma voix. Il a annulé la réunion. Pas d'excuses, juste un SMS plat, je reprogrammerai, suivi d'un silence alors qu'il se tenait près de la portière de sa voiture, regardant le ciel s'assombrir, le cœur battant à un rythme étrange qui ne correspondait pas à son environnement. Je n'avais pas dit que l'enfant était le sien, mais le timing, mes yeux, la façon dont je m'étais tenu avec une sorte de défi silencieux. Il n'a pas fallu beaucoup de calculs. Cette nuit-là, de retour dans sa location à court terme près du centre-ville d'Asheville, Mason était assis à la table de la cuisine, faisant défiler de vieux emails qu'il n'avait pas ouverts depuis des mois. Il a retrouvé les documents de transfert de bail, encore, ceux qu'il m'avait envoyés après le divorce. Il a relu le fil de discussion 3 fois. Pas d'indices, pas de signaux, juste moi faisant ce que j'avais toujours fait de mieux, gérer les choses moi-même, avec grâce, en privé, sans rien demander en retour. Il a fermé l'ordinateur portable, s'est frotté les tempes et a laissé échapper un lent soupir. « Tu ne l'as vraiment pas vu, n'est-ce pas » s'est-il murmuré. C'était stupéfiant rétrospectivement, les indices manquaient, les excuses superficielles. Il pensait avoir maintenu les choses en gardant ses distances. Mais peut-être que la distance avait été le dommage depuis le début. Un souvenir a refait surface, moi, assise sur le sol de notre salon. Des échantillons de tissu étalés autour de moi comme des pétales. Je riais de quelque chose qu'il avait dit, la lumière du soleil dans mes cheveux, mes mains traçant des lignes sur un carnet de croquis. Ce moment semblait dater d'une vie, peut-être 2. Et maintenant, je portais un enfant, peut-être le sien, peut-être pas. Il s'est levé brusquement et a fait les 100 pas dans la cuisine. Il n'était pas sûr de ce qui l'effrayait le plus. Si le bébé était le sien ou s'il ne l'était pas. Au moins, s'il ne l'était pas, il pourrait repartir. Couper le fil. Passer à autre chose. Mais s'il l'était, alors il avait tout manqué. Le premier coup de pied, la première échographie, les fringales nocturnes, la peur, la joie. Il n'avait été là pour rien de tout ça.
Il avait construit une entreprise, pris l'avion pour rencontrer des clients, vécu dans un gratte-ciel rempli de meubles design et de silence creux. Qu'est-ce que tout cela importait maintenant? Il s'est rassis et a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il m'a écrit une lettre. Pas un email, pas un SMS. Une vraie lettre. Stylo et papier. Carolina, je t'ai vue aujourd'hui et je n'ai cessé de penser au regard dans tes yeux. Tu ne me dois rien. Pas après tout ce que j'ai échoué à être. Mais j'ai besoin que tu saches que je le vois maintenant. Pas seulement ce que j'ai perdu, mais celle que j'ai laissée partir pendant que j'étais trop distrait, à courir après quelque chose dont je n'avais jamais vraiment eu besoin. Je ne sais pas ce que tu portes dans ton cœur. Ou s'il y a de la place pour que je puisse même demander. Mais si tu me laisses te parler, pas du passé, mais du présent, je serai là cette fois. Si tu ne réponds pas, je comprendrai. Mais je devais essayer. M, il a fixé la signature pendant un long moment avant de plier la page soigneusement et de la glisser dans une enveloppe. Il ne l'a pas envoyée. Pas encore. Mais il l'a laissée sur le comptoir de la cuisine où il ne pouvait pas l'ignorer. Le lendemain matin, Mason est entré dans un petit café non loin du studio qu'il m'avait autrefois aidé à financer. L'endroit avait un charme dépareillé. Des chaises en bois peintes de différentes couleurs, des œuvres d'étudiants locaux accrochées au mur. Le café sentait fort et honnête, et Tori était derrière le comptoir. Elle l'a remarqué immédiatement, ses yeux se sont plissés de reconnaissance, et son sourire était plus poli que chaleureux. Eh bien, a-t-elle dit, en faisant glisser une tasse sur le comptoir à un client, regardez ce qu'Asheville a ramené. Mason a hoché la tête. Salut, Tori. Qu'est-ce qui t'amène ici, a-t-elle demandé, son ton désinvolte mais froid. Visite d'investisseurs, brunch technologique? Une autre tournée de « Désolé, je n'étais pas disponible émotionnellement ». Il a expiré. Je mérite ça. Oui, a-t-elle dit, nettoyant lentement un verre. Tu le mérites. Je l'ai vu hier. Tori n'a pas semblé surprise. Je ne savais pas qu'elle serait là, a-t-il ajouté. C'est juste arrivé. Elle se construit une vie maintenant, a dit Tori. Une vraie. Calme, désordonnée, honnête. Je ne suis pas ici pour gâcher ça. Mais tu es ici. Son regard s'est enfin levé pour rencontrer le sien. Alors, que veux-tu, Mason? Il a hésité. Je veux lui parler. C'est tout. Tori l'a étudié, les yeux durs mais scrutateurs. Tu es partie une fois. Je sais. Elle s'est recousue toute seule. Tu dois comprendre ce que ça a demandé. Je commence à le comprendre, a dit Mason doucement. Tori a attrapé une serviette sous le comptoir et a griffonné quelque chose. Elle donne un cours de quilting pour enfants à la bibliothèque le mardi. C'est nouveau. Peu de gens le savent. Elle ne voulait pas encore en faire la publicité. Mason a pris la serviette sans un mot. Si tu comptes te montrer, a dit Tori, sa voix s'adoucissant juste un peu, ne viens pas avec des fleurs. Ne viens pas avec des excuses. Viens avec honnêteté et sois prêt à ce qu'elle te claque la porte au nez. Je le serai, a dit Mason. Mais je dois d'abord frapper. Alors qu'il sortait dans la lumière du matin, le vent a tiré sur son manteau, et pour la première fois depuis longtemps, il n'a pas résisté à la direction où il le poussait. La bibliothèque sentait le vieux papier, le nettoyant à la lavande et la légère douceur des crayons. C'était calme, le genre de calme qui ne semblait pas vide, juste serein. Je me tenais à l'autre bout de la section enfant, arrangeant un petit patchwork de carrés de feutre sur la table d'activité. De petites mains allaient coudre des cœurs tordus et des étoiles bancales aujourd'hui. Je les avais tous tracés moi-même, chaque modèle, chaque bord, m'assurant que les lignes étaient assez audacieuses pour que de petits doigts puissent les suivre. Je m'habituais à la quiétude des débuts d'après-midi, à la petitesse de cette vie que j'avais recommencé à construire. Pas de communiqué de presse, pas de lancement de produits, juste une classe de CE1 la semaine dernière qui avait demandé si le fil existait en paillettes arc-en-ciel. C'était le rythme maintenant. Et pour la première fois depuis des années, il me convenait. Je venais de poser le dernier cœur en feutre quand j'ai senti ce serrement dans ma poitrine, ce étrange frémissement de conscience. Je me suis retourné lentement. Mason se tenait juste à l'intérieur de l'embrasure de la porte, ne tenant rien, ne disant rien. Il n'était pas habillé pour les affaires cette fois. Juste un jean, un simple pull bleu marine, et ce regard dans ses yeux que je connaissais autrefois.
Celui qui venait juste avant qu'il ne dise quelque chose d'important. Je n'ai pas bougé. Mason, ai-je dit, pas froidement, mais avec prudence. Il a regardé la pièce, les piles de minuscules chutes de tissu, les bacs étiquetés de ciseaux de sécurité et de bâtons de colle, la bannière en papier au-dessus qui disait « Petite main, grand cœur ». J'ai failli ne pas venir, a-t-il dit doucement. Alors pourquoi es-tu ici, ai-je demandé. Parce que je ne pouvais pas ne pas venir. Je me suis senti expirer lentement, ancrant mes mains sur le bord de la table. Tu ne fais plus partie de ça. Je sais, a dit Mason. Je ne demande pas à en faire partie. Pas si tu ne le veux pas, je l'ai observé attentivement. Chaque instinct criait de me protéger, de tracer la ligne, nette et propre comme avant, mais je ne l'ai pas arrêté quand il s'est approché. J'ai essayé de donner un sens à tout le bruit dans ma tête, a-t-il continué. Mais rien de tout ça n'explique pourquoi j'ai tout laissé s'effondrer. Toi, nous, les choses que nous avons construites. J'ai secoué la tête. Tu n'as pas laissé ça s'effondrer. Tu t'en es éloigné. Je sais, a-t-il répété. Et je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas réparer ce que j'ai cassé. Il a mis la main dans la poche de sa veste et en a sorti une enveloppe pliée. Mon nom était écrit sur le devant de sa main. J'ai écrit ça après t'avoir vu à l'exposition d'art. Je ne savais pas quoi en faire d'autre. J'ai hésité, puis j'ai pris la lettre sans l'ouvrir. Mes doigts tremblaient contre le bord du papier. Est-ce que c'est ton enfant, a-t-il demandé, sa voix brisée. J'ai baissé les yeux sur la table. J'ai besoin de savoir, a dit Mason, à peine plus fort qu'un murmure. J'ai levé les yeux lentement, rencontrant son regard. Oui, ai-je dit. C'est le tien. Les mots sont restés suspendus dans l'air, lourds et simples. Mason a fermé les yeux une longue seconde, comme si quelque chose à l'intérieur de lui venait de basculer. Depuis combien de temps le sais-tu? Depuis la semaine après la signature des papiers, ai-je dit. J'ai fait le test et je n'ai pas pu me résoudre à te le dire. Pas quand c'était déjà fini. Il a reculé comme si l'air avait quitté la pièce. Et tu as juste. Quoi? Tu l'as déchiré et tu as disparu? J'avais bien l'intention de te l'envoyer par la poste, ai-je dit, ma voix tremblante maintenant. Mais ensuite je me suis souvenu du silence. Je me suis souvenu d'être assise seule dans le bureau du médecin. Les nuits où je pleurais sur le canapé pendant que tu étais dehors à démarcher des investisseurs. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'ai eu besoin de toi et où tu n'étais pas là. Mason a dégluti difficilement. Je courais après un avenir pour nous. Non, ai-je dit fermement. Tu courais après un avenir pour toi. Il se trouve que j'étais à côté pendant un moment. Le silence s'est installé entre nous. Tranchant, lourd. Tu aurais pu me le dire, a murmuré Mason. Et qu'aurais-tu fait, ai-je rétorqué. Revenir par obligation? Jouer à la maison jusqu'à ce que ça redevienne difficile? Je ne voulais pas être quelqu'un pour qui tu restes. Je voulais être quelqu'un pour qui tu te bats. Mason avait l'air d'avoir été frappé par quelque chose qu'il n'avait pas vu venir. Ses épaules sont tombées. Je mérite ça, a-t-il dit. Tout ça. Une pause. J'ai attrapé le carré de feutre le plus proche et l'ai aplati contre la table, ayant besoin de faire quelque chose de mes mains. Je ne suis pas ici pour te culpabiliser, ai-je dit. Je ne demande même rien. J'ai un bon médecin. Tori m'a aidé. Janelle appelle tous les soirs. Je ne suis pas seul, Mason. Plus maintenant. Il a hoché la tête. Mais je veux faire partie de ça. Tu ne peux pas juste le vouloir maintenant parce que tu te sens mal. Non, a-t-il dit. Je le veux parce que je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit. J'ai étudié son visage, cherchant un mensonge, une fissure, quelque chose pour me donner une raison de ne pas le croire. Mais il avait juste l'air plus vieux, fatigué. Réel. Il y a un cours dans 10 minutes, ai-je dit. Je vais partir, a-t-il répondu en reculant. J'ai hésité. Tu pourrais rester si tu veux aider avec le service des ciseaux. Ses yeux ont vacillé avec quelque chose, de la surprise. Peut-être de l'espoir. Je suis doué avec les ciseaux, a-t-il dit, un sourire timide se formant. Je lui ai tendu une paire émoussée et fait un signe de tête vers la deuxième table. Étoile en papier. Elle se coupe mieux si tu tiens bien le pli. Pendant l'heure qui a suivi,
nous avons travaillé côte à côte. Pas de grandes déclarations, plus de questions, juste du papier, du feutre, de petits doigts et des rires. Le début de quelque chose. Calme, désordonné, honnête. Le jeudi suivant, la ville était enveloppée d'une douce bruine, du genre qui embrasse les trottoirs sans les tremper et qui fait que tout sent le cèdre humide et la terre. Je me tenais sous l'auvent de la boulangerie de la coopérative, serrant une tasse de thé à la camomille à emporter entre mes mains. Je regardais les gouttes s'accrocher au bord de la gouttière, tombant une par une sur les marches en bois en dessous. Les jours depuis que Mason s'était présenté à la bibliothèque avaient été plus calmes, mais pas de la manière qui apporte la paix. Il n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de SMS, pas de visites inopinées, pas d'enveloppe glissée sous la porte. J'aurais dû me sentir soulagé. Au lieu de cela, je me sentais juste en suspens, comme si l'histoire s'était arrêtée au milieu d'une phrase. Tori m'a rejointe sur le banc avec un latte fumant et un croissant au chocolat. Elle n'a même pas fait semblant de résister. Eh bien, a dit Tori, en mordant dans la pâtisserie. Si la pluie ne gâche pas encore le marché fermier, je pourrais enfin avoir ces fraises locales dont tu as envie. J'ai offert un mince sourire. Tu vas vraiment encore blâmer mes courses sur mon bébé? Tori a haussé un sourcil. Je blâme ton bébé pour tout maintenant. Les réunions tardives, l'oubli de mes clés, les mauvais rendez-vous. C'est pratique. J'ai gloussé, sirotant mon thé. Tu sais ce qui n'est pas pratique? Tomber sur ton ex-mari pendant un cours de quilting pour des élèves de CE1. En parlant de ça, Tori m'a jeté un regard. Il n'a pas cherché à te contacter depuis. J'ai secoué la tête. Rien. Peut-être qu'il te donne de l'espace. Ou peut-être que j'ai tout imaginé, ai-je murmuré. Lui se présentant, aidant avec les enfants, la lettre, tout ça. Non, a dit Tori fermement. Tu n'as pas imaginé. Je l'ai vu. Il était différent, Lena. Pas lisse, pas poli, juste réel. Comme s'il avait enfin compris. J'ai fixé ma tasse. Le thé était devenu tiède. Alors pourquoi disparaître à nouveau? Peut-être qu'il a peur. De quoi? De tout gâcher à nouveau. Cette phrase est restée lourdement entre nous. Je me suis adossé au mur en bois, regardant la brume s'enrouler autour des arbres de l'autre côté de la rue. Tu sais le pire? Tori a regardé. Je veux qu'il revienne. Et je déteste vouloir ça. Tori a tendu la main, a serré la mienne. Vouloir quelqu'un qui t'a brisé ne fait pas de toi une faible. Ça fait de toi une humaine. La question est, lui fais-tu confiance pour t'aider à reconstruire ou va-t-il juste recommencer à tout renverser? Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas comment. Plus tard dans l'après-midi, de retour à mon studio, j'ai essayé de me distraire avec le travail, enfilant des aiguilles, empilant des rouleaux de tissu, esquissant de nouveaux designs pour une ligne de courte pointe pour bébé que j'envisageais depuis des mois, mais dont je n'avais encore parlé à personne. Des nuages doux, des lunes endormies, de petits renards et des ours. Mais ma concentration s'échappait toutes les quelques minutes. Mes mains s'arrêtaient, mon esprit dérivant vers les mains de Mason, guidant un enfant de 7 ans avec des ciseaux à papier, la façon dont il m'avait regardé comme il ne l'avait pas fait depuis la 3e année de notre mariage, avant le silence, avant les nuits tardives séparées, avant que les réunions ne commencent à prendre le pas sur le dîner, sur la conversation, sur moi. Je pliais des échantillons quand mon téléphone a vibré. Mason. Es-tu libre ce soir? Je suis à la galerie sur la 5e. Je pense qu'il y a quelque chose ici que tu dois voir. Pas de pression, viens juste si tu veux. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran. Je n'ai pas répondu, mais une heure plus tard, je me garais dans un espace payant en face du vieux bâtiment en briques qui avait été converti en un centre d'art local. Je n'y étais pas allé depuis plus d'1 an. L'intérieur était faiblement éclairé, les murs tapissés de photographies et d'aquarelles d'artistes locaux. Un léger bourdonnement de musique d'ambiance jouait depuis des haut-parleurs cachés, et une poignée de clients déambulaient, parlant à voix basse. Mason se tenait près du fond, les mains dans les poches, fixant une grande toile accrochée seule sur une large étendue de mur. Il ne m'a pas entendu approcher. Je me suis arrêté à côté de lui, les bras croisés, essayant de masquer le tremblement dans ma voix. Qu'est-ce que je suis censé voir? Il s'est retourné lentement, surpris, peut-être même un peu plein d'espoir. Tu es venu. Tu as dit qu'il y avait quelque chose que je devais voir. Mason s'est retourné vers le tableau.
C'était une pièce textile, une tapisserie superposée et cousue à la main. Une chaîne de montagnes au coucher du soleil, réalisée dans différentes teintes de fil chaud. Le ciel passant de l'ambre au violet. Sous les sommets, deux petites silhouettes, simples silhouettes, se tenaient sur une crête, se tendant la main. Je les fixais, le souffle coupé. Je connaissais ces couleurs, cette couture, cette courbe dans la colline. C'est ton travail, a-t-il dit doucement, du modèle sur lequel tu travaillais l'année où nous avons emménagé dans le loft. Ma gorge s'est nouée. Je l'ai trouvé dans l'arrière-salle du studio, a-t-il continué, roulé, inachevé. Je n'ai jamais eu l'intention de le montrer. C'est magnifique. J'ai de nouveau regardé la tapisserie. Elle était brute, imparfaite, un peu effilochée sur les bords, mais réelle, comme nous. Je pensais que tu étais reparti, ai-je dit doucement. Je te donnais de l'espace, a-t-il dit. Je pensais que tu avais peut-être besoin de temps pour savoir si j'étais sincère. Et l'es-tu? Il s'est tourné pour me faire face complètement. Chaque mot. Je ne suis pas la même femme que tu as quittée, ai-je dit. Je n'attends plus que quelqu'un vienne me sauver. Je ne veux pas te sauver, a-t-il dit, la voix stable. Je veux être là et rester. Nous sommes restés là en silence, entourés d'étrangers, d'art, de souvenirs. J'ai cligné lentement des yeux, combattant la piqûre dans mes yeux. Si tu restes aussi pour les jours difficiles. Ceux où je pleure pour rien. Ceux où j'ai peur. Ceux où je te repousse. Je resterai pour tout ça, a dit Mason. Même pour les parties que je ne mérite pas, je les regardais. Vraiment regarder. Puis, doucement. D'accord. Mason n'a pas bougé, n'a pas souri, mais ses yeux se sont adoucis de cette façon dont je me souvenais de notre première année ensemble, quand il me regardait esquisser des dessins au dos des reçus pendant de longs trajets en métro, juste pour me voir rêver quand je pensais que personne ne regardait. Alors que nous nous tournions pour quitter la galerie ensemble, j'ai jeté un dernier regard à la tapisserie. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas inachevé. Je n'avais pas laissé Mason entrer chez moi depuis près de 4 ans, pas même une seule fois. Le voici maintenant, debout juste devant ma porte d'entrée, une boîte en carton dans une main, son autre main frôlant légèrement la rampe du porche comme s'il n'était pas sûr de devoir s'investir dans ce moment ou s'en retirer. J'ai ouvert la porte plus grand, lui faisant signe d'entrer sans un mot. À l'intérieur, l'air sentait légèrement la lavande et le poli à bois de citron. Le salon était doux et chaleureux. Des plaids tissés pliés soigneusement sur le canapé, un panier de laine près du fauteuil, un journal ouvert sur la table basse avec une esquisse à moitié terminée d'un motif de courte pointe aux lignes de crayon douce. Il est entré lentement, comme s'il avait peur de respirer trop fort. J'ai fermé la porte derrière lui et me suis retourné. Tu as dit que tu avais quelque chose pour moi. Mason a posé doucement la boîte sur le bord du canapé. Ce n'est pas grand-chose, juste des choses que je ne savais pas avoir gardées. Des choses dont je ne savais pas qu'elles auraient encore de l'importance. J'ai haussé un sourcil, prudemment curieuse. Il a ouvert la boîte et a sorti une petite pile d'enveloppes manille, chacune étiquetée de sa main, des dates, des villes, mon nom. Mes vieux brouillons de quand on s'écrivait ces lettres tard le soir, a-t-il dit. Je ne les ai jamais jetés, même après qu'on ait arrêté. Je me suis approché, frôlant du bout des doigts les bords des papiers. Je n'avais pas pensé à ces lettres depuis des années, des mots griffonnés au dos des menus, des serviettes, des programmes de conférences, des choses que nous glissions sous les oreillers et emballions dans les bagages à main. Ça avait commencé comme une blague, puis une habitude, puis une façon de dire ce que nous ne pouvions pas dire à voix haute. J'ai soulevé l'une des enveloppes et l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, une feuille pliée au coin corné, l'écriture de Mason, inclinée et nette, j'ai lu en silence, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Tu étais la seule chose qui m'ait jamais ralenti, de la meilleure façon possible. Avec toi, le temps se pliait, je me souvenais de respirer. J'ai dégluti difficilement. J'ai continué à écrire, a dit Mason. Même après que nous ayons cessé de parler, même quand tu ne répondais pas, ma voix était douce, presque incrédule. Pourquoi? Parce que tu étais toujours dans la pièce, même quand tu n'y étais pas, il a fait une pause, puis a ajouté, je ne m'attends pas à ce que tu les lises toutes, mais j'avais besoin que tu les aies. J'ai posé doucement la lettre sur le canapé et les regardé. Vraiment regardé. Il n'essayait pas de m'impressionner. Il n'y avait aucune performance dans ses yeux.
Juste une douleur ouverte et silencieuse qui correspondait à quelque chose en moi que je ne m'étais pas laissé exprimer depuis des années. Je ne t'ai jamais dit que j'avais gardé les clés, ai-je dit soudainement. Il a penché la tête. Quelle clé? J'ai fouillé dans un tiroir sous la console et ai sorti un porte-clés. 2 clés, une en argent, une en laiton. L'argentée était celle de notre ancien appartement à Brooklyn. La laiton était la première clé que Mason m'avait jamais donnée, celle de son studio avant que nous ne vivions ensemble. Je n'ai pas pu m'en défaire, ai-je murmuré, même quand je me suis convaincu que je l'avais fait. Il s'est déplacé pour s'asseoir sur le bord du canapé. Qu'est-ce qui t'a empêché de m'appeler toutes ces années? Je ne voulais pas t'entendre dire que tu avais tourné la page. Il a brièvement fermé les yeux. Je ne l'ai jamais fait. Mon souffle s'est coupé. Mason a de nouveau fouillé dans la boîte et a sorti quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Une de mes premières courtes pointes, celle que je lui avais offerte lors du lancement de sa première application. Elle avait disparu depuis des années. Je supposais qu'elle était partie avec le reste de notre vie commune. Mais la voilà, les bords pliés, légèrement effilochés, le nom que j'avais cousu dans le coin, maison, toujours intact. Je l'emportais à chaque voyage d'affaires, a-t-il dit, je la jetais dans mes bagages comme une armure. Je pensais que peut-être si j'avais quelque chose de toi près de moi, je me souviendrais de qui j'étais avant que tout ne devienne bruyant. J'ai tendu la main vers la courte pointe avec des doigts tremblants. Dès que je l'ai touchée, le poids de tout ce que j'avais porté s'est écrasé sur ma poitrine. Je me suis assise sans le vouloir, le tissu doux dans mes mains, et pour la première fois depuis le divorce, je me suis autorisé à tout ressentir. Le silence, le ressentiment, l'épuisement de faire semblant d'avoir tourné la page alors que ce n'était pas le cas. Et maintenant cet homme assis à côté de moi. Pas comme le mari qui est parti, mais comme la personne qui apprenait peut-être encore à rester. Tu ne peux pas tout réparer, ai-je dit doucement. Je sais. Je ne suis pas la même femme qui est tombée amoureuse de toi. Mason a hoché la tête. Alors je suppose que je devrais tomber amoureux de la femme que tu es maintenant. Ça a été le coup de grâce. La larme a coulé avant que je ne puisse l'arrêter, traçant une ligne chaude sur ma joue. Je ne l'ai pas essuyée. Il a tendu la main lentement, non pour réparer, non pour forcer, mais pour poser légèrement sa main sur la mienne. Le contact était doux, rassurant. J'ai baissé les yeux sur nos mains. Je ne peux pas promettre que je n'aurai plus peur, ai-je murmuré. Je serai là quand tu l'auras, a-t-il dit. Et quand tu ne l'auras pas, nous sommes restés assis comme ça pendant un long moment, la pluie tapotant contre les fenêtres à un rythme qui correspondait au battement silencieux de 2 personnes qui recommençaient. Pas de grands gestes, pas de déclaration, juste un moment tenu ensemble par une histoire partagée et l'espoir fragile que peut-être, juste peut-être, les choses brisées pouvaient encore devenir belles. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai pas eu l'impression de porter le monde entier sur mes épaules. Une semaine s'était écoulée depuis que Mason s'était assis dans mon salon avec la courte pointe entre nous, le silence se repliant sur notre regret partagé et nos débuts fragiles comme une couverture que nous avions tous les deux peur de tirer complètement. Le rythme de ma vie n'avait pas exactement changé, mais le courant sous-jacent, si. Il n'a pas essayé de me pousser, n'a pas appelé chaque matin, n'a pas tourné autour. Au lieu de cela, il s'est manifesté de manière plus discrète. Un lot de tissus laissé à la porte du studio, des couleurs que j'avais un jour mentionnées aimer mais que je n'avais jamais eu le budget pour m'offrir. Un lien vers une playlist envoyée tard le soir, remplie de chansons sur lesquelles nous nous endormions lors de nos voyages en voiture. Une note collée sur la boîte, je me souviens encore. C'étaient ces gestes discrets qui remuaient quelque chose de plus profond que les déclarations n'auraient jamais pu le faire. Pourtant, j'ai gardé des limites, pour mon propre bien, pour le bébé. L'une de ces limites était le mercredi matin. Mon espace, mon temps. Je commençais toujours ma journée au moulin, un café tranquille avec des planchers en bois rustique et des scones à l'avoine qui me rappelaient les matins pluvieux du Vermont. Je m'asseyais près de la fenêtre du coin avec une boisson chaude et mon carnet de croquis, regardant les gens passer alors que la ville se réveillait lentement. Mais ce matin-là, je n'étais pas seul. Ça te dérange si je me joins à toi? J'ai levé les yeux. C'était Janelle, mon ancienne voisine, et maintenant l'une de mes rares confidentes à Asheville. Elle tenait une tasse de thé noir et un sourire doux qui signifiait qu'elle savait déjà que quelque chose se tramait sous la surface. J'ai fait un geste vers le siège en face de moi. Bien sûr. Janelle s'est assise en soupirant en prenant une longue gorgée. Tu as ce regard. Quel regard?
Le regard d'une femme qui veut croire en quelque chose à nouveau, mais qui ne sait pas si son cœur peut se permettre le risque. J'ai expiré dans un faible rire. Je ne sais pas comment tu fais ça à chaque fois. C'est la bénédiction et la malédiction d'être assez vieille pour savoir quel goût a le chagrin d'amour, a dit Janelle en croisant les mains. Parle-moi. J'ai baissé les yeux sur mon carnet de croquis. Un dessin à moitié fini d'une couverture de bébé était sur la page. Des vagues douces, un petit phare dans le coin. Il est différent, ai-je dit. Pas seulement dans sa façon de parler, mais dans sa façon d'écouter. C'est comme s'il entendait enfin ce que je ne dis pas, et ça t'effraie. J'ai hoché la tête, parce que ça me donne envie de croire qu'il est sûr de se laisser aller à nouveau. Janelle a penché la tête. L'aimes-tu toujours? Mes yeux se sont levés. Oui. Je n'ai jamais cessé. J'ai juste appris à vivre sans lui. Janelle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Alors la question n'est pas de savoir s'il mérite une seconde chance. La question est de savoir si tu veux construire quelque chose de nouveau avec les mêmes briques ou partir et recommencer à zéro ailleurs. J'ai baissé les yeux sur nos mains. Mon pouce a tracé un léger arc sur les articulations de mon ami. Parfois, je me demande, ai-je murmuré, si recommencer signifie lâcher prise ou laisser entrer. La voix de Janelle s'est adoucie. Toi seul sais ce qui t'apporte la paix. Plus tard dans l'après-midi, je suis retourné au studio pour y trouver Mason déjà là. Il était assis à la table du fond, triant des échantillons et du fil, ayant l'air presque absurdement à l'aise. Une partie de moi voulait être agacée, mais la plus grande partie a ressenti quelque chose de plus léger dans ma poitrine juste en le voyant là. « Tu es entré par effraction ?» ai-je demandé en entrant. Il a levé les yeux avec un petit sourire. Tori m'a laissé entrer. Elle t'a toujours trop apprécié. Ne m'en tiens pas rigueur, a-t-il dit en se levant lentement. J'ai fermé la porte et me suis approché. Qu'est-ce que tu fais? J'ai apporté quelque chose. J'ai croisé les bras. Encore des cadeaux surprises. Non, a-t-il dit. Une idée. Il a sorti un dossier de son sac et me l'a tendu. À l'intérieur se trouvaient des croquis, des dizaines, des couvertures de bébés, des décorations murales, de petits accessoires. Mais il y avait quelque chose de différent à leur sujet. Ce n'étaient pas les miens. Ce ne sont pas mes dessins. Ce sont des concepts, a-t-il dit. J'ai parlé à quelques personnes de la coopérative. Il y a un vide sur le marché. De la décoration de chambres de bébés fabriquées localement. Douce, chaleureuse, pas surchargée. Et rien de tout ça ne ressemble aux trucs en plastique qu'on trouve dans les grandes chaînes. J'ai feuilleté les pages lentement. Tu lances une entreprise, ai-je demandé prudemment. Il a secoué la tête. Non, nous pourrions, si tu veux. Ta vision, ton nom. J'aiderai avec la logistique, le marketing, la recherche de fournisseurs. Mais c'est à toi. J'ai levé les yeux. Tu veux qu'on soit partenaire en affaires? Je veux construire quelque chose qui honore ton don. Quelque chose qui t'aide à rester ancré sans rester petite. Tu n'as pas à décider maintenant. J'ai juste pensé que c'était peut-être quelque chose que nous pourrions faire ensemble. Pour le bébé, pour l'avenir. Ma gorge s'est nouée. L'idée était intelligente, évolutive. Elle respectait mon art sans essayer de le commercialiser. Tu y as vraiment réfléchi, ai-je demandé. Chaque jour. J'ai fixé le dossier, puis lui. Et puis j'ai dit quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à dire depuis des années. Veux-tu venir à la prochaine échographie? Mason a cligné des yeux. Quoi? J'ai dégluti. C'est lundi, à 10h, à la clinique près de Maple. Tu n'es pas obligé de venir. Je pensais juste que tu devrais savoir. Il a fait un pas de plus. Carolina. Je ne fais pas ça pour toi, ai-je dit, la voix ferme. Je le fais parce que je n'ai plus peur de te laisser essayer. Les yeux de Mason n'ont pas brillé, mais sa voix a vacillé lorsqu'il a répondu. Alors je serai là à chaque seconde, à chaque battement de cœur. Nous sommes restés là, deux personnes au milieu d'un studio rempli de fils et de rêves en papier. Apprenant tous les deux à recoudre la confiance dans les coutures fragiles de quelque chose qui pourrait redevenir entier. Peut-être pas parfait, mais enfin réel. Le bourdonnement de l'appareil à ultrasons remplissait la pièce silencieuse, bas et régulier, comme le battement de cœur de quelque chose d'ancien et en attente. J'étais allongé sur la table rembourrée,
la faible lumière au-dessus de moi vacillant légèrement comme si elle aussi retenait son souffle. Le gel sur mon ventre était frais, même si l'infirmière m'avait prévenu. Je le sentais à peine. Mes nerfs noyaient tout le reste. Mason était assis à côté de moi, les mains jointes sur ses genoux, les yeux fixés sur le moniteur. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis que nous étions entrés dans la clinique. Non pas par inconfort, mais par révérence. Comme s'il disait la mauvaise chose, le moment pourrait s'échapper. L'infirmière a souri en ajustant la sonde, la guidant lentement sur mon abdomen. Très bien, a-t-elle dit doucement. Nous y voilà. Une lueur est apparue à l'écran, puis une ondulation, puis une minuscule lumière pulsante. Voilà votre bébé, a murmuré l'infirmière comme si la présence méritait le silence et la crainte. J'ai fixé l'écran. Je n'ai pas parlé. Je ne le pouvais pas. Mason s'est penché en avant, les yeux écarquillés, la mâchoire serrée. L'infirmière a ajusté le volume. Un instant plus tard, le son a éclaté. Un battement régulier et rapide. Mon souffle s'est coupé. Ce son, fragile et fort à la fois, était la plus belle chose que j'ai jamais entendue. L'infirmière a jeté un coup d'œil à Mason. Voulez-vous lui tenir la main? Il n'a même pas hésité. Il a tendu la main, glissant doucement sa main sur la mienne, nos doigts s'entrelaçant comme par instinct. Aucune hésitation, aucun calcul. Je l'ai regardé. Il pleurait. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, juste des larmes silencieuses, l'une après l'autre, comme si quelque chose à l'intérieur de lui s'était fissuré et au lieu de se briser, avait déversé de la lumière. Je ne savais pas, a-t-il murmuré. Je ne savais pas à quel point j'en avais besoin jusqu'à maintenant. J'ai ravalé mes propres larmes. Moi non plus. Nous sommes restés assis comme ça en silence, laissant le son de notre enfant remplir la pièce de tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Après le rendez-vous, nous sommes sortis sous le soleil éclatant de midi. Mason m'a ouvert la portière passager, mais je me suis arrêté, posant ma main sur le cadre de la voiture, les yeux tournés vers le ciel. C'est différent maintenant, ai-je dit. Il m'a regardé. Comment? J'ai secoué la tête. Comme si c'était réel. Pas seulement une seconde chance, mais une toute nouvelle histoire. Mason s'est mis à côté de moi. Je veux l'écrire avec toi. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Plus tard dans l'après-midi, je suis retourné seul au studio. Je me suis assise à ma table de travail, la photo de l'échographie dans les mains. Elle était floue, granuleuse, mais le contour était assez clair. Je l'ai placée à côté de mon carnet de croquis et l'ai fixée un long moment avant de prendre un crayon. J'ai commencé à dessiner. Pas une courte pointe de bébé. Pas de l'art pour une chambre d'enfant. Autre chose. Un arbre. Des racines solides. Un tronc large. Des branches qui s'enroulaient vers l'extérieur en douce spirale. Chaque feuille différente. Chaque forme imparfaite et réelle. Je n'étais pas sûr de ce que cela signifiait encore, seulement que c'était la première fois que je dessinais quelque chose purement pour moi-même depuis des années. Juste à ce moment-là, la porte du studio a grincé en s'ouvrant. Tori est entrée, 2 smoothies à la main, et un sourcil levé. Tu as survécu, a-t-elle taquiné, en m'en tendant un. À peine, ai-je dit en prenant la boisson. Tori s'est perchée sur le bord de la table, remarquant la photo de l'échographie. Oh, waouh, a-t-elle murmuré, sa voix s'adoucissant. C'est vraiment quelque chose. J'ai hoché la tête. Ça a tout changé en une seconde. Tori m'a regardé. Et Mason? J'ai fait une pause. Il a pleuré. Bien. Je ne m'y attendais pas, c'est parce que tu ne l'as vu qu'avec ses murs dressés. Je me suis adossé à ma chaise. C'est étrange. Je n'arrêtais pas de me dire qu'il appartenait au passé, mais aujourd'hui, je n'ai pas eu l'impression qu'il était quelqu'un que j'avais aimé autrefois. Non. A demandé Tori. J'ai tourné légèrement la photo vers la lumière. J'ai eu l'impression qu'il était quelqu'un que j'aime encore. Tori n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Après le départ de Tori, je suis resté au studio longtemps après le coucher du soleil. Je me déplaçais lentement dans l'espace, ajustant les bobines de fil, épinglant des échantillons de tissu, organisant le tiroir à croquis. Il ne s'agissait pas de productivité. Il s'agissait de contrôle, de me sentir stable à un moment où mon cœur était tout sauf cela. Vers 9 heures,
mon téléphone a vibré. Mason. J'ai fait des lasagnes. Je sais qu'il est tard, mais si tu as faim, il y a une assiette avec ton nom dessus. J'ai fixé le message. Mon pouce a plané. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai conduit. Quand il a ouvert la porte, il a semblé surpris, mais pas effrayé, comme si une partie de lui avait espéré que ce serait le résultat. Il s'est écarté sans un mot. La cuisine sentait le basilic, l'ail et le fromage fondu. Je suis entré lentement, posant mon sac sur le comptoir. Je ne suis pas venu pour la nourriture, ai-je dit. Je sais. Je me suis tourné vers lui. J'ai besoin de dire quelque chose. Il a hoché la tête. D'accord. Tu ne peux pas te montrer juste pour les étapes importantes, l'échographie, le lancement, les grands discours. Si ça marche, si nous marchons, tu dois te montrer les jours qui sont ennuyeux. Les jours où je suis silencieuse. Les jours où je te repousse parce que j'ai peur. Je le ferai, a-t-il dit, la voix stable. Chaque jour. J'ai scruté son visage. Tu es parti avant, ai-je dit. Je ne le referai pas. Je ne peux pas promettre que je serai facile à aimer. Il s'est approché, posant une main sur son cœur. Alors j'apprendrai à mieux t'aimer. Quelque chose s'est fissuré en moi. Mais cette fois, ce n'était pas de la douleur. C'était une libération. J'ai pris une profonde et lente inspiration. D'accord, ai-je murmuré. Il a tendu la main vers la mienne, lente et douce, comme si je pouvais changer d'avis à tout moment. Je ne l'ai pas fait. Nos doigts se sont rencontrés, et quelque part dans le silence entre les lasagnes et le silence partagé, quelque chose de nouveau a commencé. Pas une ardoise vierge, mais une table mise pour deux, en attente. Je fixais la photo de l'échographie scotchée au-dessus de ma table de couture. Elle s'était légèrement enroulée au coin à cause de la chaleur du studio, mais je m'en fichais. J'aimais l'imperfection. Cela rendait le moment vivant, comme si ce n'était pas juste un jour de passage, mais le début de quelque chose de solide. Mason avait été différent depuis, plus silencieux dans sa présence, plus stable. Il n'a pas essayé de me reconquérir avec de grands gestes ou de réparer ce qui ne pouvait être défait. Au lieu de cela, il est arrivé avec des provisions quand j'étais trop fatigué pour cuisiner. Il a assisté à 2 heures de discussion sur les fournitures de tissus sans interrompre une seule fois. Il a même commencé à apprendre à utiliser ma machine à coudre, s'en mêlant avec le fil comme si c'était un puzzle qu'il voulait résoudre juste parce que c'était important pour moi. Pour la première fois, je ne retenais pas mon souffle, attendant que l'autre chaussure tombe. Mais ce matin-là, l'équilibre a basculé. Il est entré dans le studio avec un regard que je n'avais pas vu depuis des mois. Troublé, distrait. Il ne portait pas de café. Il ne fredonnait pas une chanson des années 90 sous son souffle. Il se tenait juste dans l'embrasure de la porte, les mains profondément dans ses poches, les yeux lourds. Et, ai-je dit avec prudence. Qu'est-ce qui ne va pas? Mason a hésité, puis est entré lentement. J'ai reçu un appel. De Seattle. Mon cœur a battu la chamade. Seattle était l'endroit où il avait d'abord créé sa start-up, où tout ce que nous avions perdu avait commencé à se défaire. Ils veulent m'engager comme directeur créatif par intérim, a-t-il dit. 6 mois, salaire élevé, contrôle total. J'ai senti le sol se dérober. Je n'ai pas dit oui, a-t-il ajouté rapidement. Je voulais juste être honnête. J'ai dégluti difficilement. Qu'est-ce que ça signifierait, que tu y retournerais? Ils me veulent là-bas dans 3 semaines, a-t-il dit. Mais je ne resterai pas en permanence. Juste pour les aider à traverser une transition. Je me suis détourné, faisant semblant d'ajuster le bouton de tension de la machine à coudre. Mes doigts tremblaient. Pourquoi maintenant? Ai-je murmuré. Je ne l'ai pas cherché, a-t-il dit. Ils sont venus à moi. J'ai hoché la tête, me mordant l'intérieur de la joue. Je sais comment ça sonne, a-t-il dit doucement. Mais ce n'est pas comme avant. Je ne choisis pas le travail plutôt que toi. J'essaie de trouver un moyen de faire les deux. Mais il n'y en avait pas la dernière fois. Il s'est approché. Je n'étais pas cette version de moi-même la dernière fois. Je me suis retourné lentement pour lui faire face. Et quelle est cette version, Mason? Celle qui s'en va pour 6 mois, revient avec une valise pleine de bonnes intentions et d'espoir que je sois toujours là à attendre? Ce n'est pas juste.
Non. Ce qui n'est pas juste, c'est de reconstruire une vie avec quelqu'un en se demandant si son premier instinct sera toujours de partir quand les enjeux deviennent élevés. Les épaules de Mason sont tombées. Il avait l'air de lui avoir coupé le souffle. Je pensais qu'on avait dépassé ça, a-t-il dit doucement. Nous étions en train de construire quelque chose, ai-je répondu. Brique par brique. Mais maintenant, il y a une fissure au milieu et tu me demandes de l'ignorer. Il a tendu la main vers la mienne, mais j'ai reculé. Ne fais pas ça, ai-je dit, la voix tremblante. S'il te plaît, j'ai besoin de réfléchir. Mason a hoché lentement la tête. Je te donnerai de l'espace. Je ne l'ai pas regardé partir. Je n'en avais pas la force. Plus tard, bien après que le soleil soit passé derrière les arbres et que le studio soit devenu silencieux, j'étais assise recroquevillée sur le canapé, la photo de l'échographie sur mes genoux. Mon pouce traçait la courbe de l'image, minuscule, encore en formation. Tout en moi se sentait fendu en deux. J'ai pris mon téléphone et ai tapé un message à Tori. Besoin d'air. Marche au bord du lac. Tori a répondu instantanément. J'y suis dans 10 minutes. Nous nous sommes rencontrés sous les grands pins à l'extrémité nord du lac, là où le sentier se courbait vers l'eau et où l'air sentait toujours les aiguilles de pin et la terre froide. J'ai rentré mes mains dans mon manteau et ai marché lentement à côté de mon ami. Alors, a dit Tori, l'offre est réelle. J'ai hoché la tête. Tu penses le laisser partir? Je ne sais pas ce que je pense. Nous avons marché en silence quelques instants, nos pas crissant sur le gravier. Tu sais, a dit Tori, l'amour ne signifie pas ne jamais partir. Parfois, cela signifie partir et choisir de revenir. Je me suis arrêté de marcher. Mais s'il ne revient pas? Tori s'est retourné pour me faire face. Alors ce sera ta réponse. Mais tu ne le sauras pas à moins de laisser le moment se dérouler. J'ai regardé le lac. Le clair de lune miroitait sur la surface, brisé et magnifique. Je ne veux pas être laissé pour compte, ai-je murmuré. Et il ne veut pas être un homme qui part, a répondu Tori. Peut-être que cette fois, vous pourrez tous les deux réécrire la fin. J'ai laissé les mots s'installer profondément en moi. Peut-être que ce n'était pas le moment où tout s'est à nouveau brisé. Peut-être que c'était le moment où tout a été testé et s'est avéré réel. Je me tenais dans le couloir à l'extérieur de mon studio, les bras croisés, les yeux fixés sur la douce lueur qui filtrait sous la porte. À l'intérieur, Mason emballait ses affaires, soigneusement, silencieusement. Je n'avais pas beaucoup parlé depuis notre conversation il y a 3 jours. Il avait respecté l'espace dont j'avais besoin, mais son silence n'était pas passif. Il était délibéré, rempli d'une présence tranquille, comme s'il attendait que je le rejoigne au bord d'une décision. Je suis entré. Mason a levé les yeux de la table où il organisait des documents et des prototypes de leurs propositions de coopérative. Je ne pensais pas que tu serais encore là si tard, a-t-il dit, la voix basse. J'en avais besoin. Il a hoché la tête, sans insister. Je me suis dirigé vers l'autre côté de la pièce où mon tableau de conception était appuyé contre le mur. Des dizaines de croquis y étaient épinglés, des couvertures de bébés, des tentures murales matelassées, des motifs de chambre d'enfants. Mais au centre, un seul dessin se détachait. L'arbre. J'ai tendu la main doucement, tapotant son tronc du doigt. C'est la première chose que j'ai dessinée après l'échographie, ai-je dit. Je ne savais pas pourquoi à l'époque, mais je pense que je le sais maintenant. Mason a attendu. Ce n'est pas juste un arbre. C'est chaque version de moi, avant, pendant, après toi. C'est mon passé et mon avenir. Et maintenant. J'ai regardé par-dessus mon épaule vers lui. Je ne veux pas le construire seul. Ses yeux ont vacillé. Un espoir prudent. Montant. Mais, ai-je dit, levant un doigt, je ne me battrai pas pour nous pendant que tu cours après la validation d'une ville qui nous a déjà tout coûté une fois. Mason s'est avancé, mais j'ai tenu son regard. Je ne te demande pas de renoncer à l'offre. Je te demande de décider qui tu veux devenir dans 6 mois. Un homme enraciné dans quelque chose de réel ou un homme qui continue de courir après ce qui est déjà derrière lui. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Je veux rester, mais une partie de moi se demande si je ne le regretterai pas plus tard. Mon cœur s'est serré, mais je n'ai pas détourné le regard. Alors pars, mais fais-le honnêtement. Ne me promets pas des morceaux de toi que tu ne peux pas tenir.
Il a pris une longue inspiration. C'est ça le truc. Pour la première fois, je ne veux pas de morceaux de quoi que ce soit. Je veux une vie qui me semble entière. Ma voix s'est brisée. Alors qu'est-ce qu'on attend? Mason a mis la main dans la poche de son manteau et a sorti sa carte d'embarquement. Il l'a tenue entre nous. Le vol est dans 2 jours. Je l'ai fixé. Ma gorge s'est nouée. Je ne te demande pas de la jeter, ai-je dit, mais je ne vais pas t'arrêter si tu le fais. Mason a baissé les yeux sur la carte, puis m'a regardé de nouveau. Il n'y avait pas de grande musique, pas de travelling de caméra, juste 2 personnes suspendues dans la douleur d'une décision qui pourrait tout changer. Il a plié lentement la carte, l'a remise dans sa poche. Alors peut-être qu'il est temps que j'arrête de demander aux villes de définir ma valeur. Mes genoux ont failli céder. Je me suis assise sur le bord de la table de travail, le souffle court, les émotions tourbillonnant en moi comme le vent sur l'eau. Mason s'est assis à côté de moi. J'avais peur, a-t-il dit. Je le suis toujours. Moi aussi. Mais quand je vois ce que nous construisons, ce que tu construis, je réalise que je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit. Je me suis tourné vers lui. Alors, et maintenant? Il a souri doucement. Maintenant, nous restons. Nous construisons. Nous nous trompons. Nous sommes là. Chaque mardi ennuyeux, chaque joie inattendue, chaque tempête. Je me suis appuyé contre lui, nos épaules se touchant, et pour la première fois, aucun de nous n'a tressailli. La première pluie de printemps avait traversé Asheville, lavant les rues d'argent et laissant derrière elle cette odeur familière de terre humide et de renouveau. Je me tenais près de la fenêtre avant de mon studio, regardant l'eau ruisseler sur la vitre, mes doigts berçant une tasse de thé à la camomille. À l'intérieur, l'espace semblait différent maintenant, plus chaleureux, plus plein. Pas seulement de tissu et de patron, mais de présence. Mason était à l'arrière en train de réparer un tiroir qui grinçait dans le meuble de rangement. Il ne chantait pas, ne parlait pas, il travaillait simplement en silence. Le genre de silence qui semblait sûr. J'ai jeté un coup d'œil au calendrier épinglé au mur. Ma date d'accouchement approchait plus vite que je ne voulais l'admettre. Le bébé donnait des coups de pied plus souvent maintenant, comme s'il était lui aussi impatient d'être vu. Je me suis frotté le ventre, instinctivement, en souriant pour moi-même. Du couloir est venue la voix de Mason. Le tiroir ne grince plus. J'ai répondu, on devrait fêter ça avec une parade ou un cupcake? Il a passé la tête dans la pièce, enjoué. Certainement un cupcake, mais seulement si c'est celui au chocolat et aux noisettes que tu continues de cacher dans le garde-manger. J'ai arqué un sourcil. Ceux-là sont sacrés. Des cupcakes sacrés. Chaque mère a besoin de ses secrets. Il a gloussé et est entré, s'essuyant les mains sur un torchon. Ça va, a-t-il demandé doucement, lisant quelque chose dans mon expression. J'ai hoché la tête, mais c'était le genre de hochement de tête qui n'atteignait pas tout à fait mes yeux. C'est juste que... J'ai commencé, puis me suis arrêté, cherchant les mots. J'attends toujours que quelque chose aille mal. Comme si je respirais trop facilement, l'univers me rappellerait qu'il n'a pas fini de donner des leçons. Mason s'est approché, posant ses mains sur mes épaules. Nous en avons appris beaucoup. Peut-être que maintenant, c'est le moment de pratiquer la paix. Je me suis appuyé contre sa poitrine, me laissant expirer. C'est difficile de croire qu'il est vraiment acceptable d'être heureux à nouveau. Je sais, a-t-il murmuré dans mes cheveux. Mais tu n'as pas à y croire tout d'un coup. Juste un moment calme à la fois. Nous sommes restés là comme ça jusqu'à ce que le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant nous surprenne tous les deux. Tori a fait irruption, humide de pluie et rayonnante. Devinez qui vient de confirmer l'accord avec la coopérative. J'ai cligné des yeux. Quoi? Tori a levé son téléphone. Le collectif artisanal régional. Ils ont adoré ta proposition pour la ligne de chambre d'enfants. Ils ont dit que ça semblait profondément authentique et émotionnellement résonnant. Leurs mots. Mason a souri. Tu l'as fait. Mes yeux se sont écarquillés. Nous l'avons fait. Tori a ri. J'ai juste surfé sur la vague. C'est toi qui as mis de l'émotion dans chaque point de cette ligne. C'est l'héritage de ton bébé avant même qu'il ne soit né. L'émotion a inondé ma poitrine, épaisse et douloureuse. J'ai couvert ma bouche alors que des larmes piquaient mes yeux. Tori s'est adoucie. Ça va? J'ai hoché la tête, submergé.
J'avais juste besoin de ça, pas de l'accord, de la validation que je ne recommence pas à zéro. Je recommence à partir de la croissance. Mason m'a serré dans ses bras. Tu n'as pas reconstruit l'ancienne vie. Tu as créé quelque chose d'entièrement nouveau. Tori a reculé, nous laissant de l'espace, mais ses yeux brillaient d'une fierté silencieuse. Je les ai regardés tous les deux, puis j'ai parlé presque timidement. Je vous veux tous les deux dans la salle d'accouchement. La bouche de Tori s'est ouverte. Attends, moi? J'ai souri. Tu as été ma sœur à travers tout. Tu m'as aidé à croire que je n'étais pas brisé. Je te veux là. Tori a cligné des yeux rapidement, couvrant sa poitrine d'un geste dramatique. Eh bien, maintenant c'est moi qui pleure. Je me suis tourné vers Mason. Et toi? Si tu es là-dedans avec moi, alors sois-y. Du premier souffle à l'éternité. Il a hoché la tête sans hésitation. Il n'y a nulle part ailleurs où je préférerais être. La pluie tapotait régulièrement sur le toit alors que nous nous tenions là tous les trois, enveloppés d'une joie silencieuse. Pas de drame, pas de débris, juste une paix rare et fragile, gagnée et non donnée. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas préparé à la perte. Je me tenais droit au milieu de tout ce que je pensais ne plus jamais avoir. Un avenir qui était enfin le mien à réclamer. La nuit d'avant, tout a changé. Je ne pouvais pas dormir. La chambre d'enfant brillait dans la douce lumière bleue de la lampe que Mason avait installée la semaine dernière. J'étais assise dans le rocking chair près de la fenêtre, pieds nus, une main sur mon ventre alors que le bébé remuait doucement sous mes côtes. La pièce sentait la lavande et le lin. La courte pointe que j'avais cousue rangée par rangée, heure par heure, était pliée sur le berceau, en attente. J'aurais dû me sentir prête. Au lieu de cela, je me sentais fissuré. Mason est entré tranquillement, pieds nus en pantalon de pyjama et en t-shirt. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux lourds d'inquiétude. « Ça va ?» a-t-il demandé. Je n'arrête pas de penser, ai-je dit doucement, à la première fois où je me suis assise dans ce fauteuil. Il était encore emballé dans du plastique. Je ne savais pas si je l'avais assemblé correctement. J'étais encore en colère, encore effrayé. Il a traversé la pièce et s'est assis à mes pieds, posant son menton sur mes genoux. Je me souviens. J'ai baissé les yeux vers lui, ma voix s'étranglant. Je pense qu'une partie de moi ne croyait toujours pas que tu resterais. Mason n'a pas bronché. Je parcourais cette maison en répétant ce que je dirais si tu me demandais de repartir. Chaque fois que tu me regardais trop longtemps, je pensais que c'était peut-être le jour. Et maintenant? Il a pris ma main. Maintenant, je compte les heures entre les petits coups de pied et je pense à tous les anniversaires que nous décorerons dans cette pièce. Des larmes ont coulé de mes yeux avant que je ne puisse les arrêter. J'ai terriblement peur, ai-je murmuré. Il s'est levé et m'a doucement mise sur mes pieds. Moi aussi. Mais je pense que la peur signifie simplement que c'est important. Nous sommes restés là un long moment, juste à respirer, juste à nous tenir. Le genre de quiétude qui semble sacrée. Le lendemain matin, les contractions ont commencé. Pas vives, pas soudaines, mais régulières. Tori est arrivé 20 minutes après le premier appel, ses clés toujours à la main, et ses boucles un enchevêtrement d'épingles à cheveux et d'adrénaline. Allons-y. J'ai des snacks, des chargeurs de secours, une playlist et 6 mini-bouteilles de jus de pomme. On ne plaisante pas, Mason a attrapé le sac de maternité et m'a aidé à monter dans la voiture. Chaque mouvement, lent, doux, comme si je pouvais me briser. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne le ferai pas. À l'hôpital, le temps s'est courbé. Parfois il rampait. Parfois il disparaissait. Les heures se sont brouillées. La douleur venait par vagues, montant et s'écrasant, me tirant hors de moi-même et me ramenant. Tori m'a tenu la main pendant le pire, me chuchotant des histoires de l'université, dont la moitié que je ne pouvais pas me souvenir, mais auxquelles je me suis accroché quand même. Mason était là aussi, chaque seconde. Ses yeux ne m'ont jamais quitté. Ses mots ne se sont jamais précipités. Tu n'es pas seul, a-t-il répété encore et encore. Je suis là. Je suis là. Je suis là. À un moment donné, mes forces ont faibli. J'ai fermé les yeux, le souffle tremblant, et murmuré, je ne peux pas faire ça. La voix de Mason s'est brisée. Tu es en train de le faire. J'ai ouvert les yeux, et rencontré les siens. J'ai peur de ne pas être assez, ai-je étouffé.
Tu le es déjà, a-t-il dit, en repoussant mes cheveux. Tu l'as toujours été. Puis les derniers moments sont arrivés dans un rush. Douleur et panique et souffle et feu. Et puis l'immobilité, puis le son, un cri, brut, fort, plein de vie. Je me suis effondré en arrière, des larmes coulant alors qu'il plaçait ma fille dans mes bras. La main de Mason tremblait alors qu'il touchait les minuscules doigts enroulés autour de son petit doigt. Elle est là, a-t-il dit, la voix brisée. Tori a essuyé ses yeux avec l'ourlet de sa manche. Eh bien, elle est officiellement la meilleure chose que vous ayez jamais faite tous les deux. Le bébé a cligné lentement des yeux, ses yeux s'habituant à la lumière, à la respiration et à la peau. Je l'ai embrassé sur le front, murmurant des mots que seule une mère saurait dire. Et Mason, il s'est penché, a posé son front contre le mien, et a dit les mots qu'il retenait depuis des années. Merci de ne pas avoir renoncé à moi. J'ai souri, épuisée et radieuse. Nous n'avons pas reconstruit, ai-je murmuré. Nous avons tout réécrit. Le soleil venait à peine de se lever, projetant une douce lumière dorée à travers les rideaux transparents de la chambre d'enfant. J'étais assise dans le rocking chair, enveloppée dans une couverture en tricot, ma fille nichée contre ma poitrine, endormie, chaude et incroyablement petite. Ses respirations étaient de douces bouffées contre ma clavicule, comme les murmures d'une toute nouvelle âme qui n'avait pas encore tout à fait décidé si ce monde était sûr. Mason est apparu dans l'embrasure de la porte avec 2 tasses de thé, ses cheveux encore en désordre de sommeil, les yeux doux. Elle dort, a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête, lui faisant signe de s'approcher. Il a posé les tasses sur le rebord de la fenêtre, s'est accroupi à côté du fauteuil et a regardé notre fille comme si elle était un miracle. Et en vérité, elle l'était. Elle a souri dans son sommeil, ai-je dit doucement. Probablement en train de rêver de cupcakes, a-t-il murmuré. J'ai gloussé, et pendant une seconde, c'était comme si rien n'avait jamais été brisé. Pas de papier de divorce, pas de test déchiré, pas de temps perdu. Juste nous 3, ici, maintenant. Elle a ton menton, a dit Mason, traçant la joue du bébé du dos de son doigt. Et ta bouche têtue, ai-je répondu. Il a ri sous cape. Que Dieu nous aide. Nous sommes restés assis comme ça pendant un moment. Le silence épais de promesses tacites. J'ai pensé à quelque chose, a dit finalement Mason en se levant et en se dirigeant vers la fenêtre. À nos vœux. J'ai levé les yeux. Nous les avons prononcés jeunes. Les avons prononcés vite devant un autel avec plus de fleurs que de sagesse entre nous. Il s'est tourné vers moi. Et si nous les prononcions à nouveau? Pas pour un mariage, juste pour la vie. Pour maintenant, pour qui nous sommes. J'ai cligné des yeux, prise au dépourvu. Tu veux renouveler nos vœux? Ai-je demandé, souriant à moitié. Je veux en écrire de nouveaux. Ceux qui savent ce que c'est que de s'effondrer et de toujours être là. Ceux qui ne prétendent pas que l'amour est parfait, mais qui promettent de rester curieux l'un de l'autre chaque jour. Ma gorge s'est nouée. C'est le genre de vœu auquel je croirais. Il s'est agenouillé à côté de moi, a pris ma main libre. Alors faisons-le ici même. Tout de suite. Mes yeux brillaient. D'accord. Mason a inspiré, se stabilisant. Je promets de continuer à apprendre le rythme de ton silence, a-t-il commencé. D'écouter quand tu ne parles pas, et de parler quand tu es trop fatigué pour expliquer. Je promets de tenir la porte ouverte, pas seulement celle de la maison, mais aussi celle de tes pensées, de tes peurs, de tes rêves. Je promets de rester, même quand c'est incommode, surtout quand c'est difficile. Des larmes coulaient silencieusement sur mes joues. J'ai regardé notre fille, puis suis revenu vers lui. Je promets, ai-je dit, la voix tremblante, d'arrêter d'attendre le pire, de croire au bien, calme et constant. Je promets de laisser aller qui nous étions et de faire confiance à qui nous devenons. Je promets d'être ta maison même quand le monde semble froid. Et je promets de l'élever. J'ai jeté un regard à notre enfant endormi, avec vérité, grâce et assez d'amour pour recoudre les bords brisés de notre histoire en quelque chose d'entier. Mason a pressé son front contre le mien, le souffle coupé. Nous n'avons pas besoin d'un public, ai-je murmuré. Non, a-t-il convenu. Juste l'un de l'autre. Quelques semaines plus tard, Tori et Janelle ont organisé un brunch de bienvenue au studio de la coopérative, à parts égales célébrations et réunions de famille. La pièce bourdonnait de rire, de brioche à la cannelle et d'une playlist du début des années 2000 que Mason insistait pour qualifier de classique. Sadie,
nommée d'après la grand-mère de Mason, était passée de bras en bras comme un cadeau sacré. Tout le monde roucoulait. Tout le monde prenait des photos, mais je ne m'éloignais jamais très loin. Toutes les quelques minutes, mes yeux trouvaient ma fille, mon ancre. Janelle apportait un toast, tapotant son verre de mimosa avec le dos d'un couteau à beurre. Aux secondes chances, a-t-elle dit, rayonnante. Et aux personnes assez courageuses pour les saisir. Mason a passé un bras autour de ma taille. Aux personnes assez sages pour pardonner. Je me suis appuyé contre lui, et aux personnes assez petites pour nous rappeler ce qui compte le plus. Sadie a laissé échapper un léger hoquet, parfaitement synchronisé, et la pièce a éclaté de rire. Plus tard, après le départ des invités et une fois la vaisselle empilée dans l'évier, je suis sorti sur le porche. L'air sentait la menthe du jardin et la terre fraîche. Mason m'a rejointe, enroulant une couverture autour de mes épaules. « Tu te souviens, ai-je dit doucement, quand on pensait que c'était fini entre nous ? Je me souviens avoir pensé que l'amour avait une date d'expiration, a-t-il dit. Je me suis tourné vers lui, les yeux doux. Et maintenant ? Il a souri. Maintenant, je sais qu'il change simplement de forme. À l'intérieur de la maison, Sadie a remué dans son berceau, le plus faible son de son gémissement vibrant à travers le moniteur dans la main de Mason. J'ai serré son bras. Je m'en occupe. Non, a-t-il dit. Laisse-moi faire. Je l'ai regardé partir. Et regardé l'homme qui était autrefois parti, maintenant entré dans la pièce où l'avenir attendait. Et alors que la porte s'est refermée doucement derrière lui, j'ai souri à travers mes larmes. Non pas parce que tout était parfait, mais parce que c'était enfin réel, durement gagné, beau.